Salut à tous, c'est Vino, nouvelle vidéo pour le CPRM Academy Online. Alors aujourd'hui on continue dans les thèmes qui vont vous permettre normalement d'être un meilleur joueur de poker et on passe à l'adaptation de l'adversaire. Alors pourquoi une vidéo sur l'adaptation de l'adversaire? Tout simplement parce que j'ai remarqué que beaucoup de joueurs ont quand même un certain niveau et pas mal de connaissances pokeristiques, mais n'arrivent absolument pas à s'adapter à l'adversaire. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont... je vais prendre un exemple tout simple, c'est vous avez roi-dame sur un flop hauteur-roi, vous misez au flop, vous êtes payé, vous misez à la turn, vous êtes payé, et à la river, vous misez encore avec roi-dame, en vous disant, de toute façon, a priori, il a pas de paire, il m'aurait relancé avant, il a pas mieux non plus, parce que, pareil, il aurait relancé avant, donc, a priori, je pense qu'il a un roi un petit peu moins bien kické, et puis s'il avait as-roi, normalement, il aurait su relancer avant le flop. Et là, le joueur vous paye, vous montre as-roi, et la première réaction, généralement, c'est « Tu relances pas avec as-roi, t'es vraiment un fiche, en fait. » Alors, en dehors du fait que on va reprendre le principe des maternelles, c'est-à-dire c'est celui qui dit qui est, en l'occurrence, plutôt que de râler contre votre adversaire qui justement vous fait une belle fleur en ne surrelançant pas avec as-roi, il faudrait plutôt réagir à comment s'ajuster face à ce type de joueur et savoir si miser avec roi-dame à la river était vraiment une bonne idée. En l'occurrence, je pense que non. Remarquez que cet exemple s'applique aussi dans les cas où on se fait payer par, entre guillemets, un fiche, encore une fois, et que on n'arrive pas à lâcher notre top pair parce qu'il représente absolument rien, sauf qu'en fait il avait 10 et 4 pour 2 paires, même si jouer 10 et 4 c'est probablement pas bien joué. Le fait de payer sa relance alors qu'il relance jamais moins bien que 2 paires avec une simple paire, c'est encore moins bien joué. Donc voilà le pourquoi du comment de cette vidéo, et on va passer tout de suite à définir le profil de son adversaire. Alors déjà, comment caractériser un adversaire au poker? Tout simplement, en fait, on va avoir plusieurs axes qui vont nous aiguiller sur le type de joueur qui peut être. Donc ça passe par ces questions, hein. Déjà, est-ce qu'il est serré ou large? Voire ultra serré ou ultra large, ça c'est vraiment la question numéro 1 que vous devez vous poser. Ça se repère assez facilement, le nombre de mains dans lequel il est impliqué, même si ça peut être un rush de cartes, quand on n'a pas beaucoup d'informations sur notre adversaire. Généralement, un joueur qui va jouer 20 mains sur les 60 mains qu'il a passé à la table, autant vous dire qu'il n'a pas eu paire d'as à chaque fois. À l'inverse, un joueur qui est là depuis une cinquantaine de mains à la table et qui n'en a pas joué une seule, vous pouvez vous dire que quand il relance, a priori, il a pas 7 et 2. Donc voilà. Autre question importante, est-ce qu'il est agressif ou passif? C'est-à-dire est-ce qu'il va avoir tendance à relancer et à miser, ou plutôt checker et coller, voire passer? Ce sont des informations qui sont très importantes, puisque justement quand il dévie de son axe principal, ça veut dire que il y a quelque chose à repérer. C'est-à-dire que s'il est tout le temps agressif et que d'un coup il devient passif, en fonction du joueur, ça va soit vouloir dire qu'il est en train d'attraper, ou qui justement il a pas une main très très forte, et à l'inverse, s'il est tout le temps passif et qu'il d'un coup il se met à relancer, là faut peut-être faire attention parce qu'il a probablement une main. Autre question, est-ce qu'il garde le même style pré-flop et post-flop? Un joueur peut très bien être serré, agressif avant le flop, mais par contre devenir très large et très passif après le flop. À l'inverse, un joueur très large et très passif pré-flop peut devenir très agressif et très serré post-flop. Donc à vous de vous adapter correctement en fonction de ces infos. Et est-ce qu'il a des caractéristiques particulières? C'est-à-dire quand on commence à jouer beaucoup avec le même joueur, on peut repérer des choses particulières qui sont vraiment caractéristiques à ce joueur. C'est par exemple, est-ce qu'il va surrelancer beaucoup avant le flop? Ce qu'on appelle le 3-bet, donc est-ce qu'il va 3-bet beaucoup, ou par exemple est-ce qu'il va fold énormément au post-flop, c'est-à-dire que autant c'est un joueur très très sérieux, très très serré et très agressif avant le flop, et post-flop, il devient étonnamment passif et il fold énormément. Donc voilà, ce genre d'informations qu'il faut savoir repérer. Donc comment est-ce qu'on fait pour repérer ce genre de choses? Eh bien, on a plusieurs outils, et on va différencier les outils en online et les outils en live. Autant en live, on a certaines informations, mais quand on joue sur internet, on a d'autres informations, même si on voit pas le joueur en face. C'est pour ça que j'ai tenu à vous mettre
ces outils, puisque en fait généralement quand on demande de déterminer le profil d'un adversaire, on dit bah je sais pas, on est en ligne donc c'est dur de savoir ses réactions, etc. Sauf que bah sans vous en rendre compte, en fait, rien que avec ces petites infos, bah vous pouvez déjà avoir énormément d'informations sur le joueur contre qui vous jouez. Par exemple, le pseudo, ça peut paraître tout bête, mais un joueur qui a comme pseudo Love Squeeze ou 3bet Only Nuts, a priori il a quand même un certain niveau pokeristique pour connaître ces termes. Le terme de squeeze, le terme de 3bet. Donc ça peut donner une petite information, même si pour l'instant on sait absolument pas le style de jeu, on sait absolument pas qui il est, mais a priori on tend plus vers un joueur régulier que vers un joueur récréatif. Donc voilà, à l'inverse, un joueur qui va avoir comme pseudo Starac75 ou Bruel22, a priori c'est pas forcément le joueur régulier de base, même si des fois il peut y avoir des surprises. Donc pour l'instant c'est qu'une première information. Autre information, le nombre de tables jouées. Par exemple, un joueur qui va multitabler, donc jouer plusieurs tables en même temps, généralement les joueurs récréatifs ne font pas ça. C'est-à-dire que si vous le voyez sur une ou deux tables, bon, pas d'information particulière. Par contre, si vous faites la recherche de ce joueur sur PokerStar par exemple, il suffit juste de faire un clic droit et faire rechercher ce joueur. S'il est en train de multitabler 10 tables en NL10 et que vous êtes en NL5 en train de jouer avec lui, a priori c'est pas le premier venu. Donc voilà, faire très attention à ça. Aussi, pendant que je suis sur la recherche de joueurs, il y a l'option se cacher de l'option de recherche. C'est une fonction énormément prisée chez les joueurs réguliers pour la pure et simple raison que ça évite de donner des informations de ce genre justement. Donc attention, si un joueur a tendance à se cacher de l'option de recherche, ça peut aussi être un joueur régulier. Les limites, un joueur qui est à côté en train de jouer un tournoi à 100 € comparé à un joueur qui est à côté en train de jouer un tournoi à 1 €, ce sera pas la même chose. Donc voilà, ça vous donne aussi une information sur le niveau du joueur. Les sites internet, en particulier Sharkscope, qui est très pratique pour connaître le niveau d'un joueur en tournoi ou en sit and go. C'est-à-dire que ce site répertorie tous les résultats de tournoi, et donc à l'aide du pseudo vous pouvez avoir une énorme idée du niveau du joueur. Donc ça peut être toujours intéressant de jeter un petit coup d'œil là-dessus si vous avez vraiment besoin de savoir le niveau d'un joueur. Il y a d'autres sites qui existent, je vous laisse chercher sur internet, ça se trouve très facilement. Il y a j'ai pas de nom en tête là, à part peut-être Official Poker Rankings qui s'occupe aussi des tournois, qui peut être très intéressant. Enfin voilà, ce genre de site, ça peut être très très intéressant. Et dernière information online, notamment quand vous jouez en cash game, puisque en tournoi l'auto-rebuy, à part sur les tournois rebuy, il n'existe pas trop, mais en cash game, l'auto-rebuy activé chez les joueurs, ça peut être une information que le joueur est aussi en train de multitabler. Et donc ça peut être aussi une information d'un joueur régulier, puisque on conseille toujours en cash game d'être cavé au maximum pour prendre le plus d'argent possible si jamais vous faites une main forte. Donc un joueur qui a l'auto-rebuy activé est a priori un très bon joueur aussi, et donc faire très attention à ça puisque ça donne aussi des informations. Voilà. Donc vous voyez, déjà rien qu'avec ça, même si vous avez aucune idée du style de jeu de votre adversaire, vous pouvez déjà différencier assez rapidement un joueur qui sera a priori un joueur régulier d'un joueur qui sera a priori un joueur récréatif. Donc à partir de là, vous pouvez faire vos adaptations déjà en partant de là. Donc mine de rien, on peut croire que en ligne, on voit pas le joueur adverse, on voit pas sa tête, on sait pas à quoi il ressemble, mais on a quand même beaucoup d'informations. Alors autant dire qu'en live, on peut aussi avoir énormément d'informations. Déjà, rien que par le descriptif de la personne. Ça va paraître assez... Comment dire, je trouve pas le mot, mais... ça peut paraître assez... Je retrouve plus le mot. C'est assez énervant. C'est pas grave. En fonction en fait de certaines informations, vous pouvez déjà avoir une petite idée du style de jeu de votre adversaire. Là, je mets l'âge. Ça va paraître idiot, mais un joueur de 20 ans
va pas jouer a priori de la même façon qu'un joueur de 60 ans. Les joueurs jeunes, entre guillemets, ont tendance à jouer quand même beaucoup plus large et beaucoup plus agressif que les joueurs d'un âge un peu plus avancé, pour être correct avec certains de nos amis du CPRM. Mais plus sérieusement, oui, un joueur plus âgé a tendance à être beaucoup plus serré et beaucoup plus serré tout simplement que un joueur jeune qui va avoir tendance même des fois à être beaucoup trop large. Et donc rien qu'à partir de ça, bah vous pouvez avoir une information donc qui reste à confirmer évidemment en fonction des mains que le joueur va jouer, mais effectivement ça peut être déjà une première information. Autre information, et ne me traitez pas de sexiste, mais c'est quand même vrai qu'une joueuse va avoir tendance à être plus serrée et avoir beaucoup plus tendance à attendre une bonne main avant de mettre de l'argent au milieu plutôt qu'un joueur. Et autre cas, elles vont donc a priori beaucoup moins bluffer. Donc attention, puisque ça reste encore une fois une première indication, mais si certains ont déjà vu jouer Vanessa Selbst, vous pourrez voir que ce n'est absolument pas le cas. Ça reste encore une fois une première indication. Mais a priori, votre postulat de base, ça va être que si c'est une femme qui joue contre vous et qu'elle vous relance et que vous n'avez pas d'autres indications, bah a priori, attention, ça peut être, ça va plus souvent être une belle main plutôt qu'un bluff. De l'autre côté, petit aparté, si certaines demoiselles regardent cette vidéo, essayez d'en jouer aussi à la table. Ça va être le postulat de base de la plupart des joueurs. Donc, partez du principe que si vous avez une main très forte au départ, n'hésitez pas à ne pas relancer, quitte à essayer de piéger un petit peu plus votre adversaire. Si vous êtes contre un joueur qui a priori se débrouille plutôt bien et qui va faire attention à ce genre de choses, essayez de le piéger un peu plus. Par contre, à l'inverse, si vous avez un très bon spot pour bluffer, dites-vous bien que vous allez être encore plus respecté parce que vous êtes une femme. Donc, ça peut être l'occasion de placer un bluff. Et surtout de pas le montrer. Hein, encore une fois, on évite de donner des informations à notre adversaire. Et pareil, la façon de s'habiller. Un joueur qui arrive en chemise décontractée va avoir tendance à être plus agressif et à bluffer beaucoup plus souvent que quelqu'un qui a l'air beaucoup plus soigneux. Je sais pas comment décrire ça, mais j'espère que vous saisissez un petit peu l'idée, mais voilà. C'est rien qu'avec les habits, des fois vous pouvez aussi avoir une indication. C'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent vous donner un petit avantage et qui peut parfois vous faire gagner des jetons importants dans un tournoi parce que voilà, vous aurez repéré ce genre de choses et que ça vous permettra dans une décision compliquée de faire pencher la balance vers un call ou vers un fold ou vers une relance parce que vous saurez que normalement c'est peut-être pas la façon la plus optimale de jouer face à un joueur inconnu, sauf que a priori j'ai tendance à penser qu'il joue comme ça, du coup je vais plutôt prendre cette décision. Voilà. L'état émotionnel aussi à prendre en compte. Un joueur qui est en tilt, ça se repère beaucoup plus facilement en live que online, donc n'hésitez pas à faire attention à ça et dites-vous que son jeu va peut-être pas être optimal, du coup donc adaptez votre jeu en conséquence. La fatigue aussi, si un joueur paraît excessivement crevé au bout d'une journée de tournoi, il peut faire des erreurs, il peut être plus enclin à en faire, et du coup, adapter votre façon de jouer en conséquence. Et pareil, un joueur qui vient juste de gagner un énorme pot, il va peut-être pas avoir envie de mettre des jetons au milieu, ou au contraire, ça peut être, c'est en fonction du joueur ça, en fonction de ce que vous savez de lui, mais au contraire, un joueur qui vient de gagner un gros pot va peut-être avoir encore plus envie de mettre de l'argent au milieu, du coup il va pas jouer comme d'habitude, et ça va changer sa façon de jouer. Donc, toutes ces infos sur l'état émotionnel qui peuvent être très très importantes. Autre info aussi, un joueur que vous connaissez pas s'installe à la table, et vous regardez la façon qu'il a de tenir ses cartes ou de jouer avec ses jetons. Ça peut être tout bête, mais un joueur qui débute en live, il
il va pas avoir l'habitude de comment regarder ses cartes, comment jouer, enfin il va comment ranger ses jetons, donc ça peut être des infos par rapport à un joueur qui a tout le temps l'habitude, qui est en train de faire ce qu'on appelle des cheap tricks avec ses jetons, et qui regarde ses cartes de façon entre guillemets standard, plutôt qu'un joueur par exemple qui les regarde de façon belote. Voilà, c'est tout bête, hein, mais à partir de là, vous savez que ce joueur a l'habitude ou pas de jouer en live, et du coup, ben, ça peut impacter votre façon de voir les choses. Et aussi dans les discussions à la table, ça peut être très très intéressant. On peut déceler du stress par exemple parce que c'est son premier tournoi live, ou parce que il a jamais joué autant d'argent, ou il y a plein de choses. Est-ce qu'il a tendance à discuter de façon stratégique? Un joueur qui est en train de parler stratégie à son voisin, bah vous pouvez vous dire, ce joueur-là, a priori, il a l'habitude de jouer, c'est pas un joueur récréatif, donc il faut que je fasse attention quand je joue contre lui parce qu'il va avoir des bonnes réflexions. Et aussi, tout bête, un joueur qui a tendance à ne pas se plaindre, pardon, de ne pas avoir de jeu, bah, a priori, c'est pas un joueur large. Si un joueur large, il a tout le temps du jeu. Il voit 10 et 7 assortis, il fait, oh, c'est une belle main, il faut que je relance. À l'inverse, un joueur qui se plaint de pas avoir de jeu, bah, a priori, c'est un joueur très très serré. Donc, enfin, même un joueur serré, pas forcément très très serré, mais un joueur serré, et du coup, bah, même si vous l'avez pas vu jouer énormément de mains, ou parce que vous venez d'arriver à la table, par exemple, un joueur qui se plaint, oh putain j'ai pas de jeu depuis 1 heure là, c'est vraiment long, bah vous pouvez vous dire, ah bah a priori c'est pas le joueur le plus large de la table, donc s'il me relance faut que je fasse gaffe. Voilà. Donc avec ces outils là, bah, vous allez pouvoir adapter votre façon de jouer, et même sans avoir vu des abattages ou ce genre de choses, bah déjà vous avez des informations. Maintenant on va peut-être pas s'arrêter là, mais on va peut-être passer à un côté un peu plus pokeristique. Et donc, dans le jeu, évidemment, vous avez une tonne d'informations, et notamment dans les mains montrées au showdown, les mains montrées à l'abattage. À partir de là, quand une main est montrée à l'abattage, essayez de vous refaire tout le coup dans la tête, en vous disant, il avait cette main là, il a joué de cette façon, qu'est-ce que ça me dit? On peut partir déjà sur l'agressivité. Admettons, il a un tirage couleur au flop, est-ce qu'il a plutôt check call, ou est-ce qu'il a relancé, est-ce qu'il a juste payé? Ça vous donne déjà une énorme information. Ça donne aussi une information sur son range d'ouverture. Un joueur qui montre, je sais pas, je réfléchis, qui montre par exemple 10 et 9 assortis, vous regardez sa position, il était UTG. Tiens, il a relancé 10 et 9 assortis UTG. Ou, autre information, est-ce qu'il a limpé? A priori, s'il limp, c'est qu'il a tendance à être plutôt passif pré-flop. Donc, on s'ajuste en conséquence, on réfléchit, et on adapte notre façon de jouer à ça. On a des informations sur ses sizing. Certains joueurs, par exemple, pré-flop, vont faire une mini relance avec des mains faibles, et vont relancer à 3 ou 4 fois la grosse blinde quand ils ont les as. Donc, à partir de là, vous pouvez ajuster votre façon de jouer aussi. Et pareil post-flop. Un joueur avec top pair va miser par exemple la moitié du pot, et avec un tirage il va faire pot. Donc, encore une fois, c'est plein d'infos que vous pouvez prendre en compte, qu'il faut essayer de garder dans un coin de la tête pour plus tard, parce que ça va vous servir. Et autre information, je sais que ça va faire sourire, mais passez quand il peut check. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai été croupier au casino de Granville, je me rappelle avoir déjà vu un joueur passer sa grosse blinde sur un tournoi à 150 €, alors qu'il n'y avait eu aucune relance avant lui. Ça, c'est le signe a priori d'un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer, et plus l'habitude d'un joueur récréatif. Donc, attention à ça, c'est plein d'infos que vous pouvez avoir. Et donc, à partir de toutes ces infos, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, pardon. Je vais un peu vite en besogne. Petite note sur ce qu'on appelle les trackers et les HUD. Donc ce sont des petits logiciels informatiques qui vous aident à la prise de décision quand vous jouez sur internet. Ces outils sont vraiment des mines d'or d'informations, hein. Vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle le VPIP, donc le Voluntary Money Put into the Pot, si je dis pas de bêtises. Donc en gros l'argent mis dans le pot volontairement, donc en gros
pourcentage de mains que votre adversaire a joué. Le PFR, donc pré-flop raise, le pourcentage de mains que votre adversaire a relancé pré-flop. L'aggression factor, donc c'est la tendance de votre adversaire à être agressif ou passif dans le coup. En gros, ils prennent la statistique prend le nombre de relances et de mises divisé par le nombre de check et de passes, si je dis pas de bêtises. Donc ça vous donne un chiffre compris entre 0 et plus l'infini. Et donc plus il tend vers l'infini, plus il est élevé, et plus il tend vers l'infini aussi, plus le joueur a tendance à être agressif, et plus il tend vers 0, et plus le joueur a tendance à être passif. Et le pourcentage de ses bêtes au flop. Donc ça, ce sont des informations énormes. Il y a d'autres statistiques. Donc les trackers et HUD, c'est très très utile pour à la fois analyser son propre jeu, puisque ça va vous donner des informations sur votre jeu, et donc voir, vous allez même pouvoir repérer à l'aide des trackers vos faiblesses dans votre jeu. Donc ça peut être très très utile. C'est un outil qui peut vous aider à progresser assez rapidement, donc c'est vraiment très très utile. C'est aussi utile pour analyser le jeu des joueurs réguliers, parce que quand vous commencez à jouer contre un joueur et que vous avez des milliers de mains sur ce joueur, bah vous allez pouvoir repérer de la même façon que vous le faites pour votre jeu. Vous allez pouvoir commencer à repérer certains leaks et certaines faiblesses dans son jeu, et donc pouvoir les exploiter au maximum, ce qui va vous permettre de gagner plus d'argent sur le long terme. Donc c'est très très utile dans ces deux cas, mais attention à ne pas prendre les statistiques comme vraies pour 100% du temps. C'est pas parce qu'un joueur joue tout le temps tight agressif que d'un coup il peut pas se décider à relancer 10 et 2 dépareillés au bouton. C'est des fois il faut faire attention, notamment sur le nombre de mains insuffisant. Un joueur peut être très très serré sur une trentaine de mains, et en fait être un joueur très très large. C'est juste que il a pas eu les bons spots, il a considéré que ça valait pas le coup de relancer, ou il a eu vraiment des poubelles pendant les 30 premières mains, et là maintenant il commence à avoir du jeu. Donc faire très attention à ça. Il peut aussi décider de changer de style de jeu, hein. Vous pouvez avoir joué des mains et énormément de mains avec lui il y a 6 mois, mais depuis il a changé de style de jeu, donc attention à ça. Et puis il peut très bien être en tilt aussi, ça arrive. Même si c'est pas bien, ça arrive à tout le monde. Donc faire très attention à ça, et ne pas prendre ces statistiques comme vraies 100% du temps. Ce n'est qu'une indication, et qui doit vous aider à prendre la meilleure décision, comme toutes les indications qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, les trackers et HUD c'est très bien, mais faire très attention. Et je disais donc, à partir de toutes les infos qu'on a pu recueillir, comment est-ce qu'on va utiliser ceci? Il y a 3 grandes familles de mauvais joueurs. Ça peut paraître réducteur, mais c'est en gros chaque joueur chaque joueur récréatif entre guillemets les fiches, donc peut être rangé dans une de ces 3 grandes familles. On a la calling station, donc c'est le joueur large passif. On a le nit, donc serré et passif, et on a le maniaque large et ultra agressif. Donc en fonction de la catégorie dans laquelle on va le ranger, on va pouvoir s'adapter profitablement et utiliser cette info afin de changer légèrement notre style de jeu, comme on va le voir, et nous permettre d'être encore plus précis dans notre façon de jouer, et donc nous permettre de gagner encore plus d'argent. Donc on va détailler ces 3 grandes familles à l'aide d'exemples, et on va commencer par la calling station. Donc je vous ai mis 4 exemples pré-flop et 4 exemples post-flop, et on va voir comment chaque type de joueur a tendance à réagir dans ces cas-là. Donc on commence par le pré-flop. Donc la calling station, quand elle voit ça, comment est-ce qu'elle réagit? Elle relance parce que j'ai la meilleure main, donc il faut que je relance. À l'inverse, avec As-Roi, c'est fort, mais c'est pas une main faite, donc plutôt que de relancer, je vais juste payer. Et puis à la rigueur, je vais même juste limper, parce que comme ça, si je touche rien, je suis bien. J'aurais perdu qu'une blinde. Avec Dame 2 assortie, comment elle va réagir? Elle va payer, parce qu'après tout, Dame 2 assortie, ça peut faire des couleurs post-flop. Et avec 7 et 2 dépareillés, elle va payer aussi, parce que, quelque part, on est invisible si on touche. Donc, là, on cherche même pas à analyser la façon, si c'est bien joué ou pas, voilà comment cette personne va réfléchir.
Post-flop avec un tirage, bah elle va payer parce que bah si on touche notre couleur ou notre quinte, on va prendre tout à notre adversaire. Troisième paire, on va payer parce que on sait jamais, l'adversaire en face peut être en train de bluffer. Top paire, on va payer parce que j'ai souvent la meilleure main, et puis avec un monstre type Brelan ou mieux, on va relancer parce qu'il pourrait me croire en bluff et me payer quand même. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on s'adapte face à ce joueur? On va commencer par analyser. La première réflexion, c'est qu'évidemment, il call beaucoup trop. Dans des cas où il devrait passer comme préflop avec le dame 2 ou 7 et 2, il devrait juste passer, et il paye. Pareil avec certains tirages, des fois il a pas la cote, mais il paye quand même, donc voilà, pareil avec troisième paire, probablement que le bon jeu serait de passer dans certains cas, mais il va payer parce qu'il va se dire, ah, mais l'adversaire peut être toujours en bluff. Donc, ce joueur call beaucoup trop, passe pas assez, du coup, c'est le corollaire associé, et va avoir tendance à relancer uniquement avec un monstre. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte face à ce type de joueur? C'est très simple, On va miser uniquement que pour valoriser notre main. Je vous rappelle les trois raisons de miser. Soit on mise pour valoriser, soit on mise pour protection, soit on mise pour bluffer. Donc ça c'était la vidéo précédente, je vais pas revenir dessus, mais en gros, face à une calling station, on va miser quasiment uniquement pour valoriser, parce que ce joueur va avoir tendance à nous payer très très souvent. Donc on va miser pour valoriser, on va valoriser flop, turn et river. Des fois dans certains cas, on n'aurait pas valorisé la river, mais face à lui on va valoriser. Il y aura un exemple à la fin des trois analyses, je vous ferai un exemple et vous verrez ce que je veux dire en détail. Évidemment, on va miser quasiment jamais en bluff. La raison est très simple, on va pas essayer de bluffer quelqu'un qui ne va de toute façon pas passer suffisamment. Le seul cas où je vois où on peut bluffer une calling station, c'est dans les cas où le flop est très sec, par exemple. Admettons, vous avez je sais pas, dame valet dépareillé. Admettons, le flop tombe 5, 5, 4, ou même plutôt 7, 7, 2. Dépareillé, rainbow, et donc vous avez dame valet. Vous avez misé en bluff là-dessus parce que votre adversaire va avoir tendance à payer beaucoup trop préflop. Il va ne toucher sur ce flop quasiment jamais, à part s'il a un 7 ou un 2, donc il aura quasiment jamais touché. Donc on va miser avec dame valet pour essayer de lui faire fold des auteurs rois à la rigueur. Et encore, c'est même pas une mise en bluff, en fait c'est quasiment une mise pour protection, parce que vous allez être très souvent quand même devant avec dame valet, et en fait vous misez juste pour éviter qu'il réalise son équité avec je sais pas, par exemple mettons 5 et 6 où il y a une backdoor quinte et deux cartes qui peuvent lui permettre de, enfin 6 out plutôt, qui peuvent lui permettre de faire une paire, et du coup une paire vous lui donnerait l'avantage très largement. Donc vous misez pour éviter qu'il réalise son équité, donc c'est plus de la protection encore, et c'est encore plus vrai dans les cas où on a as-valet ou as-roi, et si notre adversaire nous paye, quelque part on a valorisé encore notre main, donc c'est encore une mise pour valorisation. Et évidemment, quand notre adversaire relance, dans ce cas, il faut quasiment tout le temps fold. On a vu que ce joueur paye énormément, mais va avoir tendance à relancer uniquement s'il a un monstre. Donc sauf si on a un super monstre, là, dans ces cas-là, il faut faire très très attention. Notre adversaire relance, ça doit être un réflexe. Si une calling station vous relance, ça doit clignoter en rouge. Attention, il a a priori un monstre. Sauf s'il nous prouve le contraire à un moment, donc dans ce cas-là, on se réadapte évidemment. Mais partez du principe que un joueur large passif va avoir tendance à ne relancer que avec une main énorme. Donc faire très très attention à ça. Voilà, donc malheureusement, petit aparté, ce type de joueur a tendance à être de plus en plus rare aux tables de poker, donc quand vous en trouvez un, n'hésitez pas à rester le plus longtemps possible avec lui pour lui prendre un maximum d'argent, parce que c'est vraiment sur lui que vous allez faire votre beurre, entre guillemets, de joueur de poker. Et du coup, ne pas hésiter à jouer un maximum avec lui, parce que c'est entre guillemets de l'argent facile, quoi. Voilà, deuxième exemple, on passe au NIT. Alors la définition du NIT, c'est préflop, il a paire d'as, évidemment, il va relancer, parce qu'il a pas envie de se la faire craquer. As-roi, il va aussi payer comme la calling station, mais pour des raisons différentes. En fait, s'il touche pas, il considère qu'il a juste hauteur as,
et du coup Otera c'est pas très fort. Vous lui montrez dame de suité, vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait, il fold évidemment, il attend une meilleure main, et si vous lui montrez 7 et 2, il se demande même si c'est pas une blague. Post-flop, avec un tirage, il va très très souvent fold, sauf s'il a les cotes, mais généralement il sait qu'il a, il considère qu'il a pas les cotes, donc il va fold. Troisième paire, il va fold parce que si l'adversaire mise, il a forcément mieux. Top pair, il va call parce que attention, notre adversaire peut avoir mieux. Et évidemment, il va raise quand il a un monstre parce que sinon il peut toucher. Donc à partir de là, pareil, on a un hit en face de nous. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? Au final, dans l'analyse, on se rend compte que il call très très peu. Effectivement, il va coller avec des mains très fortes, mais il va coller très très peu au final. Il va passer beaucoup trop, et il va relancer uniquement quand il a un monstre, que ce soit pré-flop ou post-flop. Donc l'adaptation, c'est déjà faire attention à nos mises de valorisation. Notre adversaire ne va pas souvent payer avec une main faible, donc faire très très attention à ça, et si on a top pair bon kicker, faire très très attention parce que notre adversaire peut très bien avoir top pair et un meilleur kicker. Donc attention aux mises de valorisation, ne pas faire ce qu'on appelle ne pas se value cut, c'est-à-dire miser en pensant valoriser notre main, et en fait on n'est jamais payé par moins bien, donc en fait on mise on transforme notre main en bluff. À l'inverse, par contre, miser énormément en bluff. On se rend compte que ce joueur a tendance à passer beaucoup trop, à nous accorder énormément de crédit là où on devrait pas forcément en avoir, donc miser très très souvent en bluff pour essayer de lui faire fold un maximum la meilleure main, et donc prendre une tonne d'argent grâce à ça. Et évidemment, même réflexe que pour la calling station, ces deux joueurs relancent uniquement quand ils ont des monstres, donc il faut fold encore une fois, sauf si on a vraiment une très très belle main, mais pareil, un hit nous relance, attention, l'alarme s'allume, surtout dans le préflop notamment, parce que la plupart des nits ont tendance à être maintenant dans le poker de 2015 ont tendance à être très très serré pré-flop et agressif aussi, puisque ils jouent souvent les meilleures mains, donc ils vont avoir tendance à être agressifs, mais ils ont très bien compris que certains joueurs avaient tendance à tenter de les faire fold parce que justement ils ont tendance à fold beaucoup trop, donc ils ont tendance à être assez agressifs post-flop, mais pré-flop c'est vraiment une alarme qui doit se déclencher dans votre tête, c'est-à-dire qu'un hit vous relance, il faut pas hésiter à réduire sa range à As-Dame, paire de 9 ou mieux, éliminer toutes les petites pocket paires, surtout si ça relance en position précoce, si on lance UTG par exemple, ne pas hésiter à même des fois éliminer la paire de 9, se dire il a minimum paire de 10 ou As-Dame, comment je m'ajuste? Et là des fois on voit As-Roi et on dit As-Roi c'était pas mal pré-flop, mais c'était pas mal de recevoir cette main, mais on a un hit qui relance UTG, je vais peut-être pas le sur-relancer ce coup-ci. Je vais juste payer, je vais voir comment l'action se déroule. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour le nit. On va passer maintenant à la troisième catégorie, qui est le maniaque. Alors, la définition du maniaque. Le préflop avec Assas, bizarrement, lui il call parce que il s'attend à attraper son adversaire. À l'inverse, il est As-Roi, on va raise parce que j'ai la meilleure main, donc je vais mettre le plus d'argent mieux, je vais relancer. Il a Dame 2 assorti, il va raise parce que de toute façon ses adversaires vont passer. J'ai 7 et 2 dépareillés, on va raise parce que c'est marrant et on va lui montrer qui c'est le patron. Post-flop, j'ai un tirage, je vais raise et puis de toute façon au pire s'il paye je peux toucher, et puis sinon je vais essayer de prendre le pot assez rapidement. J'ai troisième paire, je raise, comme ça je prends le pot. Top pair, je raise parce que j'ai top pair et j'ai envie de valoriser ma main, donc je vais raise pour me faire payer par moins bien. Et j'ai un monstre, je vais call parce que j'ai pas envie qu'il s'en aille et je vais essayer de le piéger. Voilà comment réfléchit le maniaque. Alors, l'analyse, c'est qu'il call très souvent pour attraper, il passe pas beaucoup, et attention, il relance quasiment tout le temps. Ça, je sais, ça vous a surpris. Donc plus sérieusement, comment on va s'adapter à ce joueur?
Donc on a vu, il relance très très souvent, donc attention à la valorisation. Si vous n'êtes pas prêt à ce qu'on appelle faire un bet call, donc miser et payer s'il y a une relance adverse, n'hésitez pas à faire un check call. Ce joueur va avoir tendance à essayer comment dire, d'attraper tous les spots possibles pour vous faire passer votre main. Donc faire très très attention à ça. Et donc la valorisation, si vous n'êtes pas prêt à bet call, n'hésitez pas à check call. Parce que sinon ça va vous mettre dans des situations compliquées. En gros, je fais un petit aparté, mais personnellement, le joueur maniaque est celui qui me pose, parmi les trois grandes catégories, me pose le plus de soucis à une table de poker, puisque ce joueur a tendance à générer une variance énorme et à vous mettre dans des situations très très compliquées, puisque il est tout le temps en train de miser et il faut à chaque fois vous dire quelle est sa range, même si très très souvent ça va être il peut avoir n'importe quoi dans ce spot. Donc faire très très attention à ça, c'est un joueur très très compliqué à jouer, donc qui va vous mettre dans des situations très très compliquées quand vous débutez. Donc si vous n'arrivez pas à vous adapter correctement, encore une fois, si vous êtes en cash game par exemple, n'hésitez pas à quitter la table, il n'y a pas de honte. C'est pas sur lui qu'on va faire le plus d'argent. On peut en faire, mais il faut être prêt à adapter notre jeu en conséquence, et donc du coup, si vous n'êtes pas encore prêt à le faire, n'hésitez pas à changer de table ou ce genre de choses. Donc on revient à l'adaptation, il faut miser très peu en bluff, puisqu'il va souvent nous bluff par-dessus en fait. Admettons, on mise au flop en bluff, on fait notre continuation bet classique. Ce joueur, par exemple sur 7-7-2, on a As-Valet, on fait un continuation bet, notre adversaire nous relance. Parce que il sait que sur 7-7-2, on n'a pas souvent un 7, on n'a pas souvent un 2, donc il se dit, à moins qu'il ait une overpair, ce qui va pas arriver souvent, des fois même ils réfléchissent pas à ça, ils se disent, oh il a rien, je vais relancer. Donc faire très très attention, puisque ce joueur va être capable de nous bluff sur ce genre de spot. Donc par exemple là où on ferait un continuation bet face à une calling station, il va peut-être falloir mieux check call, quitte à lui laisser l'initiative et entre guillemets perdre la possibilité de lui faire fold sa main, puisque de toute façon on risquait de se faire bluff par dessus. Donc voilà, ça va être une des adaptations. Et évidemment fold très peu avec des mains qui peuvent gagner à l'abattage. Typiquement le As-Valet sur 7-7-2, ça peut être un spot où on va être amené à payer 3 barrels et gagner le coup avec hauteur As, parce que ce joueur là va être capable de miser 3 fois en bluff, et c'est pour ça que ça en fait un joueur terriblement compliqué à jouer parfois, puisque avec As-Valet il faut payer 3 fois parce qu'on va être très très souvent devant, ce qui va avoir tenté de bluffer avec Dame Roi, et il va s'enfermer dans son bluff en pensant qu'à un moment on va lâcher notre main, et en fait des fois il a pas tort d'ailleurs, mais en fait il faut payer dans ce spot. Enfin, je prends des exemples totalement farfelus, mais j'espère que vous saisissez l'idée du coup. Et pour mieux vous faire saisir l'idée, je vous ai mis un exemple. On prend un board Roi Dame 6 7 10 avec As-Roi, qui va être notre action à la river. Donc face à une calling station, l'action est très simple en fait. Même s'il y a Roi Dame 10 au milieu, il faut miser et folder si on a une relance. Pourquoi ? La mise, évidemment notre adversaire, même si Dame 5 c'est peut-être un petit peu exagéré, mais avec un roi, il va très très souvent coller, et il peut avoir des mains comme roi valet, roi 9, roi 2, roi 3. Donc du coup, on va valoriser énormément notre main, et puis même des fois on va se faire payer par dame valet, as dame. Donc c'est vraiment un spot où il faut miser. À l'inverse, s'il nous relance, a priori il faut passer pour la pure et simple raison que il aura au moins roi dame, voire ou roi 10 à la rigueur, et du coup c'est un spot où a priori il faudra passer, parce que notre as-roi, s'il nous relance, est quasiment toujours battu. Face à un hit, on ne va même pas miser, ce sera plutôt un check fold. Pourquoi ? Parce que a priori roi dame il nous aurait relancé au flop, il a pas de roi valet ni de roi 10 dans sa range, donc si on mise, par quoi on est payé ? Par rien du tout.
on est payé si par roi dame. Si c'est cette assortie à la rigueur, s'il l'a joué, mais a priori c'est un hit, donc il joue même pas ça, donc il a roi dame, brelan, brelan de 6, brelan de 7, brelan de 10, voilà, donc a priori c'est même un check fold face à un hit. Et fold évidemment s'il mise, puisque sur ce spot il y a roi dame 10 au milieu, a priori s'il a as roi il va limite check, donc s'il mise il a roi dame à la rigueur s'il l'a joué, s'il était en position tardive, mais en position précoce par exemple il a même pas roi dame dans sa range, donc il va avoir minimum brelan qu'il aura sous-joué pour tenter d'attraper au flop et à la turn, et il va décider de miser la river. Donc c'est un check fold assez compliqué à faire, mais il faut le faire dans ce spot. Et face à un maniaque, à viser en fonction du déroulement du coup, et souvent ça va être un check call ici. Si on a misé le flop et la turn par exemple, et que notre adversaire nous a pas relancé, face à un maniaque il faut plutôt check call, parce qu'il va peut-être avoir payé souvent avec des mains comme valet 10, des tirages à trèfle admettons à la turn, des mains comme dame valet, et qui va essayer de bluffer à la river par exemple, parce qu'il se doute qu'on a un roi et il va essayer de nous faire passer vu ce tableau dangereux. Donc vous avez vu, la même main, le même board, face à 3 types de joueurs différents, on va la jouer de façon totalement différente. C'est typiquement ce qui fera de vous un bon joueur de poker, si vous savez faire ça. Dernier point, et je terminerai la vidéo là-dessus. Là on a parlé des joueurs récréatifs, mais il faut aussi s'adapter aux différents joueurs réguliers que l'on peut croiser aux tables, et c'est pour ça que j'ai fait un petit point sur l'adaptation aux règles. Donc en gros, c'est le dernier point de la diapo, mais il va falloir garder en tête toutes les adaptations face aux joueurs extrêmes, les calling stations, les nids, les maniaques. Chaque joueur régulier va être aucune de ces 3 catégories, mais un tout petit peu dans certains spots, un petit peu trop calling station, un petit peu trop nit, un petit peu trop maniaque dans certaines situations, et du coup il va falloir savoir repérer ces petites déviations du jeu optimal pour justement choisir l'adaptation la meilleure à faire dans chaque cas. Du coup ça demande un travail d'analyse plus poussé. Quelle faiblesse y a-t-il dans son jeu, et aussi c'est un joueur régulier, donc il va faire le même travail que vous, c'est-à-dire il va chercher à s'adapter à votre façon de jouer. Et du coup comment est-ce qu'il va s'adapter par rapport à comment on joue, et du coup quelles adaptations nous on doit faire. Donc on peut voir là, on commence à réfléchir à certains niveaux, c'est-à-dire que je sais qu'il sait, donc il faut que je joue comme ça, comme si, voilà. Donc c'est assez c'est peut-être assez vague dit comme ça, mais voilà, en gros comment ça, vous commencez à réfléchir normalement quand vous commencez à avoir un certain niveau, c'est-à-dire que vous avez joué une main, je sais qu'il pense que je vais jouer comme ça, donc du coup il va probablement s'adapter comme ça, donc comment moi je m'adapte pour m'adapter à son adaptation. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait ce jeu passionnant, hein, soyons honnêtes. Donc travail d'analyse plus poussé pour revenir à ce que je disais, comment est-ce qu'il nous perçoit, et du coup devenir créatif. Face à certains joueurs, on va créer un plan de jeu. Par exemple, on joue ce joueur-là en heads up, donc on sait qu'il joue de telle façon, il s'ajuste de telle façon, je sais qu'il joue comme ça, donc je vais faire un plan de jeu, c'est-à-dire que je vais relancer 100% de mes boutons. Je sais qu'il 3-bet beaucoup, donc je vais avoir tendance à payer pas mal, je vais le 4-bet de temps en temps pas mal en bluff. Post-flop, je sais qu'il a tendance à jouer ses tirages de façon assez passive, donc je vais avoir tendance à bien valoriser. S'il me relance, il va falloir que je fasse très attention parce qu'il aura souvent une vraie main. Donc voilà, ça vous donne une idée par exemple de comment est-ce qu'on crée un plan de jeu. J'ai pris le cas d'un match en heads up parce que c'était plus simple à expliquer, mais ça vaut aussi à une table, hein. J'ai un joueur très large à ma gauche, plutôt maniaque, il va m'embêter beaucoup si je relance beaucoup, donc je vais resserrer ma range. Par contre quand je suis au bouton, je vais pas hésiter à relancer parce que je sais qu'il est trop agressif, donc je vais pouvoir me faire une tonne d'argent si je joue en position face à lui. Donc voilà. Typiquement, comment est-ce que on arrive à créer un plan de jeu de cette façon. Et évidemment, est-ce qu'il s'adapte et est-ce que je dois refaire des ajustements, puisque si nous on s'adapte, lui a tendance aussi à s'adapter, donc
On doit toujours être dans une dynamique où est-ce qu'il s'est adapté, est-ce que je dois refaire des changements, voilà. Comment est-ce qu'il faut réfléchir. Donc gardez bien en tête des adaptations face aux joueurs extrêmes, les Calling Station, les Nits, les maniaques. Servez-vous-en quand vous devez créer un plan de jeu ou jouer face à un reg, parce que vous savez qu'il va dévier du jeu optimal de telle façon, et à partir de là, normalement, vous saurez vous adapter parfaitement à votre adversaire, et du coup, vous pourrez devenir de meilleurs joueurs de poker. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Le prochain cours, on parlera du mental et du tilt. Une vidéo très très intéressante aussi. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube du club et à nous suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter pour avoir toutes les dernières infos. Et je vous souhaite à bientôt aux tables de poker. Salut!